Salut, c'est Seb Sullivan. Dans votre podcast Passion d'entreprendre, le podcast qui donne des infos, vous fait partager des expériences de passionnés qui entreprennent. On va parler de tous les sujets qui concernent les entrepreneurs, qu'ils soient en activité, qu'ils aient l'idée et l'envie de se lancer. Vous vous posez des questions, l'objectif est d'y répondre. Chaque parcours d'entrepreneur est passionnant à découvrir, on va les mettre en avant. Pour débuter ce 3e épisode de Passion d'entreprendre, on aura quelques infos sur le thème du mariage. Juste après, on échangera avec une entrepreneuse, Nati, du blog La Mariée en colère, qui nous parlera de son parcours et de son activité. On aura l'instant chiffre et on finira l'émission avec la phrase du jour. Bonne écoute à toutes et à tous. Voici quelques infos sur l'univers du mariage. Le budget moyen en France avec 100 invités est de 12 000 €. En 2022, plus de 240 000 mariages ont été célébrés, chiffre record suite à des reports dus au Covid. Les professionnels du milieu s'attendent à battre ce chiffre en 2023. À suivre, entretien avec une entrepreneuse. Voici Nati du blog La Mariée en colère. Salut Nati, est-ce que tu pourrais nous expliquer ton activité ? Alors je suis blogueuse spécialisée dans le mariage, la maternité et les voyages de noces. Comment tu communiques sur ton activité ? En fait, alors au début, donc j'avais qu'une page Facebook pour publier mes articles. Ensuite, j'ai essayé de coder moi-même mon site internet. C'était une grande blague. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas ChatGPT pour nous aider. Et donc voilà, j'ai essayé de faire mon blog moi-même. Ensuite, je suis passée sur WordPress, je suis passée sur Tumblr, je suis repassée sur WordPress. Donc c'était, voilà, j'ai un peu tâtonné au début. Parce qu'il y avait, encore une fois, on était parmi les premières, donc il n'y avait pas toute cette... tout ce déroulé qui maintenant est assez logique en fait. Même avoir une page internet, on n'avait pas forcément besoin de blog, enfin avoir juste un compte Facebook, ça suffisait. Et maintenant, ça s'est beaucoup développé puisque c'est du marketing tout à fait normal. C'est une entreprise normale, donc on fonctionne exactement pareil. On a une newsletter, on a les réseaux sociaux, mais on a aussi une grosse partie de SEO, c'est-à-dire de référencement Google et sur les moteurs de recherche. Ça, maintenant, c'est la partie pratiquement la plus importante de mon travail. Tu as appris vraiment tout sur le tas ou tu as fait des formations ? Tu as des gens qui t'ont conseillé ? J'ai appris tout sur le tas. Maintenant, je suis bien entourée, j'ai su m'entourer. J'ai une agence de webmaster. J'ai des webmasters à temps plein qui gèrent la partie technique parce que enfin, chacun son métier, on va dire. Et puis, j'ai une agence SEO aussi qui gère toute la partie référencement, enfin, qui m'appuie sur la partie référencement, qui m'ont, on va dire, formée à la base quand des fois on prenait des impacts par rapport à Google, etc. Je me suis formée moi-même. Ils m'ont aidé aussi dans ce sens-là parce qu'on ne peut pas tout... en fait, c'est ce que m'expliquait l'agence. Il me disait, si tu avais su il y a 10 ans ce qu'on sait aujourd'hui sur le SEO, forcément, tu n'aurais pas fait pareil. Et effectivement, on ne sait pas encore en 10 ans comment ça va évoluer. Donc, on est obligé de tout le temps se former et de tout le temps être en veille par rapport à ce qui se passe. Tu as plusieurs sujets sur ton blog. Tu es parti sur le mariage, après tu es parti sur la grossesse. Il y a plusieurs étapes. C'est ta vie que tu racontes à travers ton blog. Après, il y a les expériences des gens qui viennent greffer autour. Alors, à la base, comme ce blog était personnel et n'était pas du tout destiné à être grand public autant, ça, je parlais de moi. J'ai après fait évoluer la ligne éditoriale en 2015 quand je suis tombée enceinte à la grossesse, la maternité, mais maintenant je parle très peu de moi en fait. J'essaie de plus laisser la parole aux femmes, de libérer vraiment tous les sujets dont elles ont besoin de parler, surtout sur la maternité, la grossesse où il y a énormément de tabous. Le but c'est vraiment de les laisser s'exprimer, de leur offrir un endroit en toute bienveillance où elles peuvent venir parler de sujets hyper tabou, de la césarienne de convenance aux fausses couches, sur la descente d'organes, on va vraiment aller sur des sujets qui sont très impactants dans la vie d'une femme et dont on n'ose pas forcément parler facilement avec son entourage parce que c'est délicat. Et là, le fait de pouvoir le faire anonymement sur Internet et d'avoir beaucoup de témoignages, de commentaires qui sont très bienveillants en retour, ça aide à libérer cette parole et c'est une force du blog, c'est de pouvoir que les femmes s'y sentent bien et c'est pour ça qu'elles nous suivent pendant aussi longtemps. Est-ce que pour toi, tu as des modèles d'entrepreneurs ou d'entrepreneuses ? Quand on voit des modèles d'entrepreneurs et d'entrepreneuses, on parle beaucoup de succès et très peu d'échecs.
Et je trouve quand on prend un modèle, souvent on voit, ou quand les gens sont interviewés et tout ça, on voit quand ils ont réussi et pas combien ils ont galéré en fait avant. Donc, je vais pas dire que j'ai des gens qui m'ont inspiré par rapport à ça parce que je trouve que c'est quelque chose de beaucoup caché. Alors, il y en a qui appellent ça l'échec. Moi, j'appelle ça l'expérience. Et ça, c'est toujours très, très bon à apprendre. Il faut vraiment apprendre de chaque expérience et surtout si elle est négative, se dire pourquoi, etc. Mais je trouve qu'on insiste beaucoup sur voilà, le succès d'une personne et pas assez sur tout ce qu'elle a raté, entre guillemets, avant et qui l'ont amené à réussir. Et ça, c'est quelque chose que je sais pas, ouais, c'est quelque chose que je trouve dommage en fait. Et en fin de compte, c'est plus les Américains qui font ça. Et c'est vrai que nous, en France, on parle que du succès. Et l'échec, en fin de compte, c'est quelque chose de hyper négatif. Alors que dans d'autres pays, pas du tout. Justement, c'est la formation. C'est un échec amène après un succès. Exactement. En fait, c'est vraiment Enfin, moi, j'ai galéré comme tout le monde au début. J'ai fait des erreurs, j'en fais encore et j'en ferai encore. Et heureusement que ces erreurs existent parce qu'elles servent à me former, justement. Au SEO, je ne me serais jamais formée si je n'avais pas pris des impacts, des moments où des impacts Google, par exemple, où l'algorithme change. Et en fait, je me serais juste confortée dans ce que je faisais et jamais j'aurais évolué, jamais je me serais formée. Et en fait, faut pas dire aux gens... parler du succès, avoir des modèles, c'est bien, mais il faut que ces modèles ils soient vrais, entre guillemets, parce que sinon, c'est un peu comme regarder les influenceurs sur Instagram, quoi. C'est que des paillettes, c'est que beau, mais en fait, c'est pas la réalité de l'entrepreneuriat. Quel conseil tu donneras à des jeunes personnes, ou même plus âgées, qui ont envie d'entreprendre et voilà, des petits conseils qui pourraient leur dire faites attention à ça, ou alors faites des erreurs et vous verrez bien. J'ai surtout envie de leur dire, faites vos propres erreurs et pas celles des autres. C'est-à-dire que justement, on parle toujours de l'expérience, mais l'expérience, elle est extrêmement personnelle. Et pour arriver à réussir, il faut faire ses propres erreurs, suivre son instinct et son propre chemin, en fait. On peut donner plein de conseils, mais finalement, si on pense que c'est comme ça qu'il faut faire, il faut le faire comme ça parce qu'on a une certaine leçon à apprendre de certaines erreurs, en fait. Et ça peut être aussi adapté par rapport à notre personnalité, par rapport à notre façon de réagir aux événements. C'est extrêmement personnel. Donc, dire il faut que tu fasses comme ça, pour moi, c'est pas forcément quelque chose de très viable. Et moi, je dirais, faites vos erreurs, pas celles des autres. Et tu as des gens qui te contactent justement pour te demander conseil ou pas? Non, après, je fais de plus en plus du consulting. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés qui viennent me voir parce qu'elles ont envie de se développer sur un nouveau marché ou parce qu'elles ont des conseils, elles ont besoin de conseils par rapport... surtout, moi, mon expertise, c'est dans le domaine du mariage. Donc, elles viennent me voir et me demandent tout simplement des conseils en marketing ou ma vision en fait du marché. Et comment toi tu vois ton activité dans les années à venir? En fait, je dis toujours que c'est pas moi qui fais ma ligne éditoriale, c'est mes lectrices déjà. Pour la partie blog, on va dire que c'est vraiment elles qui décident là où elles veulent m'emmener, des sujets qui sont qui les intéressent et dont elles ont, enfin comment elles ont envie de l'aborder. J'ai toujours l'impression d'être au maximum. Je vois jamais arriver les belles étapes d'après, en fait. Je me dis toujours que c'est très positif et je profite de chaque instant et de chaque opportunité que ma vie professionnelle m'offre. Mais j'ai du mal à me projeter, à me dire, ouais, dans 10 ans, je serai là, dans 10 ans, je serai là, parce que je préfère finalement me laisser porter par les événements et voir comment ça va se faire, parce qu'à chaque fois, il arrive des choses qui sont de plus en plus belles et de plus en plus agréables. Et si ça ne me va pas, je quitte. Donc, dire dans 10 ans, je serai là, pour moi, c'est impossible parce que j'ai juste envie de continuer à faire ce que j'aime et voir comment j'évolue et m'adapter en fonction de mes besoins. Et justement, ton blog, il évolue depuis pas mal d'années. Les prochaines évolutions, ce seraient lesquelles pour toi? Ça fait 10 ans. Ça sera peut-être encore d'ouvrir un peu plus la ligne éditoriale. Après, ça va être en fonction des événements de ma propre vie ou de celle de mes lectrices. Voilà, je ne sais pas du tout comment ça va évoluer. On verra. Est-ce que ta passion contribue à ton activité? J'ai adapté mon activité à ma passion. On va plus dire à mes passions pour le mariage. Alors, c'est bizarre d'avoir une passion pour le mariage, mais c'était plus pour moi la décoration. Donc j'ai plus adapté ça comme ça quand j'ai envie de faire des do it yourself, de la photo, j'adore faire de la photo par exemple, donc j'ai intégré ça dans mon blog pour pouvoir en vivre et travailler par rapport à quelque chose que j'aime. Et sur ton blog, donc beaucoup de conseils et tu donnes aussi des informations pour le mariage pour que ça se passe le mieux possible. Quels sont les retours, les questions les plus fréquentes?
Sur les futurs mariés, elles sont toujours perdues au début, ce qui est normal, mais on a... Enfin, je veux dire, si tu sais chercher un peu sur Internet, tu te rends compte qu'il y a déjà tout. On retourne quand même beaucoup sur les conflits qui ont lieu pendant l'organisation d'un mariage. Ça, c'est quelque chose qui revient, c'est récurrent, c'est normal, les conflits avec la famille surtout, comme pour l'arrivée d'un bébé d'ailleurs. C'est quelque chose qui est lambda, on va dire. Donc ça revient souvent quand même. Genre les conflits avec la famille, c'est lesquels ça? Ça peut être... là, cette semaine, on a eu un témoignage d'une nana d'une future mariée... par exemple, ça peut être les parents qui veulent imposer des invités au mariage, ça peut être les parents qui disent qu'ils vont payer pour certaines, pour le traiteur ou comme ça, et qui finalement ne paient pas. Ça peut être des conflits avec le futur marié, de la future mariée avec le futur marié parce que le futur marié ne s'investit pas. Voilà, c'est toujours un décalage entre l'attente et puis ce qui se passe réellement. Et justement, par rapport à tout ce qui est grossesse, les questions qui reviennent? Alors pour moi, je réponds pas à des questions. Voilà, je suis pas blogueuse, c'est-à-dire que ce sont des témoignages que je publie, ce qui est complètement différent. Moi, je n'interviens pas du tout. Les sujets qui reviennent, c'est les accouchements. C'est un moment fort dans la vie d'une femme, donc les femmes ont besoin de parler de leur accouchement après que ça soit fait, souvent. Et puis les fausses couches, parce que c'est un sujet qui est encore hyper tabou. Et puis il va y avoir les grossesses, même les soucis pour tomber enceinte. Voilà, ça va être tous ces sujets-là qui sont très récurrents. Mais plus ça va et plus j'essaie d'avoir une idée éditoriale justement large qui puisse s'adapter à toutes les femmes, que toutes les femmes qui viennent sur le blog puissent trouver un article où elles se disent « Ah, ça me fait du bien en fait, c'est ça ». Et est-ce que tu publies tout ce que tu reçois ou tu filtres un petit peu? Je publie, je pense, 90% des témoignages que je reçois. Il faut vraiment qu'il y ait une dimension, qu'il y ait quelque chose qui soit gênant, que ce soit raciste, homophobe, ou voilà, pour que je censure, ou alors que ce soit tellement mal écrit qu'on ne comprend rien. Mais sinon... toutes les expériences sont intéressantes et à partir du moment où elles sont pas discriminantes, où elles sont pas méchantes, où elles peuvent apporter un point de vue et une expérience aux autres et ouvrir, ouvrir le champ des possibilités aux personnes qui vont lire cet article. J'estime que j'ai pas à censurer parce que on parle trop de fausses couches ou on parle. Voilà, je publie tout ce que je peux. Tant que ça concerne ma ligne éditoriale et que c'est bienveillant et que ça va apporter quelque chose. Ton blog, La Mariée en colère, tu le vois donc évoluer dans le futur et tu as des projets à venir par rapport à ça ou tu veux pas en parler encore? Il y a certaines choses sur le feu, mais je peux pas en parler encore. C'est-à-dire? Peut-être un nouveau livre et un partenariat assez intéressant qui va arriver avec. Et justement, tu as aussi écrit des bouquins? Comment ça s'est passé ça? Parce que ça avait un lien avec ça a un lien avec le blog. En fait, ce sont les maisons d'édition qui sont venues me voir. C'était Hachette en premier, qui est venu me voir pour écrire un premier agenda mariage. On en a écrit un deuxième avec eux. Et puis après, une autre maison d'édition est venue me voir pour créer une BD, La Mariée en colère, en reprenant en fait les articles humoristiques que justement moi j'avais fait pendant mes propres préparatifs pour les transformer en version bande dessinée. Est-ce que tu as une phrase ou un mot qui te motive tous les matins? Non, j'ai pas de mantra. Quand tu es un peu fatigué, il y a des jours où il faut lancer la machine. Tu es toujours pleine de bonne humeur et c'est parti? J'ai toujours ce truc en tête de me dire fais un premier pas et puis le reste va arriver. Par exemple, quand je colle sur un article où je sais pas trop par quel bout je vais le prendre, que j'ai pas de plan en tête, je me dis toujours faut se lancer. Et puis, en fait, on fait le premier pas et puis le reste en découle derrière. Et je pense que c'est l'entrepreneuriat en général. Quand on ne sait pas par où commencer, faut faire quelque chose. Il ne faut pas rester et brasser du vent pour se dire qu'on ne fait rien. Il faut se lancer et puis voir où ça nous mène. Comment ça se passe sur les réseaux pour toi? J'ai une community manager depuis 5 ans qui s'appelle Camille et qui gère les réseaux sociaux pour nous parce que ce n'est pas forcément moi quelque chose qui m'intéresse énormément. Je le fais sur Instagram, mais sur Facebook, c'est elle qui gère la plupart des publications. Et tu as plus de retours sur Facebook, Instagram ou vraiment c'est sur le blog que ça se passe? C'est assez partagé, c'est pas le même public, mais sur Facebook, on a une énorme communauté parce que ça a été mon premier support
puisque comme je disais, j'avais pas de blog, je publiais mes premiers articles sur Facebook directement en 2011. Donc on a une communauté on a plus de 70 000 followers, donc ça bouge pas mal sur certains sujets. Je me montre pas sur Instagram, je montre pas ma fille. Il est hors de question de montrer ma vie. C'est pas du voyeurisme. Je suis blogueuse, je suis pas influenceuse. Je veux pas influencer les gens pour dire parce que pour moi c'est pas des voleurs, mais c'est des vendeurs de rêves en fait, on va dire. Et je veux pas du tout être assimilée à ça parce que c'est malheureusement une très mauvaise image de notre métier, alors que on est beaucoup à l'antithèse de tout ça. C'est-à-dire qu'on fait, moi en tout cas en tant que blogueuse, je fais vraiment ça parce que ça me plaît, mais aussi pour aider les femmes. Et je me rends compte que sur Instagram, il y a des comptes qui sont très... Tout n'est pas à jeter, hein. Il y a des très bonnes choses, mais les gens qui, par exemple, vont parler de parentalité en donnant des conseils d'éducation aux gens et tout en exposant leurs gamins sur les réseaux sociaux quand ils sont en train de prendre leur petit déjeuner, quand ils sont en vacances, quand ils sont dans leur chambre, etc. J'estime que ces gens-là sont des dangers. Et limite, il faudrait les interdire, parce qu'ils se servent de leur enfant comme objet marketing. Et c'est complètement scandaleux, ça devrait vraiment être interdit. Et toi, est-ce que tu as de la concurrence par rapport à ton blog ? C'est assez particulier parce que comme je suis présente depuis 2011, on est vraiment dans les premières. Il y a quelques autres blogueuses, mais qui ont évolué au fil du temps. On n'a pas du tout évolué pareil, donc j'estime pas du tout être en concurrence. Puis moi, j'ai une ligne éditoriale qui est très large. Je suis la seule à parler mariage, maternité, voyage de noces. Mais le revers un peu de la médaille, c'est que je me retrouve en concurrence avec des énormes sites comme Elle, Cosmopolitan, où il y a après une grosse guerre des mots-clés. C'est-à-dire que en 2011, je faisais un article sur coiffure de mariée. Je savais que je me posais en numéro 1 Google parce que c'était pas du tout un mot-clé recherché. Aujourd'hui, il y a 100 résultats avant parce que c'est un mot-clé hyper concurrentiel. Donc la concurrence, elle se joue plus par rapport à ça. Ça va être sur une bataille de mots-clés, ce qui n'est pas forcément super intéressant parce qu'on fait des articles pour Google ou pour les moteurs de recherche et plus forcément pour les futurs mariés. Nati, est-ce que tu as un bouquin à nous conseiller à nos auditeurs ? Justement, sur ces difficultés de l'entrepreneuriat, et où en France on parle beaucoup du succès mais très peu de l'échec, il y a un livre qui m'a bien accompagnée dans les périodes un peu sombres, on va dire, de l'entrepreneuriat. C'est un livre de Ben Horowitz qui s'appelle Hard Thing, Entreprendre dans l'incertitude. Et en fait, c'est une biographie, c'est un fondateur mais qui est aux États-Unis et qui explique, qui travaille dans la Silicon Valley, qui travaille sur des multinationales, et qui explique un petit peu comment il vit l'entrepreneuriat et toutes ces périodes de doute et de désespoir par lesquelles il est passé. Et il a une phrase qui dit, avec un de ses collègues, il dit, c'est WFIO, c'est We are fuck, it's over. C'est-à-dire, c'est toutes ces fois où en fait tu te dis, mais mon entreprise là, ça y est, elle est en train de couler et je vais jamais arriver à le remonter. Et c'est ce que j'ai aimé dans ce livre, c'est pouvoir me dire, ah ouais, mais en fait, on passe tous par là. Et c'est un sentiment qui est normal. Et le but, c'est d'être justement dans la résilience et de pas paniquer et de pas tout foutre en l'air. C'est plutôt de se dire, OK, donc c'est normal de penser ça arrive à tout le monde. Par quelle bouche commence à prendre le problème et comment on remonte. Et en fait, lire ce genre de livre, ça permet d'avoir un petit peu de sortir de son trou, de sa panique, pour arriver à quelque chose où on se dit, OK, donc il y a des solutions, puisque je suis pas la première à passer par cette difficulté, on peut arriver à s'en sortir. Je te laisse le mot de la fin. Merci beaucoup, Seb, et puis longue vie à ton podcast. Merci. On passe maintenant à l'instant chiffre. Le blog La Mariée en colère, en 2022, c'est 3,8 millions de pages vues et 2,2 millions de visiteurs uniques. Il est important d'avoir une phrase pour se motiver chaque jour. Aujourd'hui, j'en ai choisi une de Bruce Lee. Le but n'est pas toujours ce qu'on doit atteindre, ce n'est souvent qu'un objectif qui motive nos actes. Vous aussi, vous avez des phrases qui vous motivent chaque jour. N'hésitez pas à me les envoyer sur mon mail seb.sullivan@hotmail.fr pour qu'on les partage avec nos auditeurs. Merci d'avoir écouté Passion d'entreprendre. On se retrouve très vite sur les réseaux. Vous pouvez écouter le podcast sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, ainsi que sur la plateforme audioblog.arteradio.com. À bientôt dans le prochain épisode de Passion d'entreprendre.